Bien, donc on va s'intéresser ici au calcul d'incertitude et les conséquences que ça a pour l'expérimentateur et notamment pour le lycéen. Donc, quels sont les objectifs au lycée? Pourquoi perdre du temps avec ces évaluations? Pourquoi initier et sensibiliser aux évaluations de ces incertitudes? Lorsqu'on fait un TP, l'intérêt, c'est surtout de savoir si on a fait des bonnes mesures. Et les incertitudes vont permettre de quantifier la qualité des mesures qui ont été réalisées, qualité des mesures réalisées au regard du matériel utilisé. Il apparaît évident que mesurer à l'aide d'une corde une distance sera moins précise qu'un télémètre laser. Alors quel résultat pourra-t-on produire de nos mesures? Ça, c'est l'un des gros objectifs du lycéen. Est-ce qu'on a réalisé de bonnes mesures? Ça, c'est bien pour la confiance. Quand on a manipulé, on aime bien savoir si qualitativement on a bien réalisé le travail fait, sans trop de doute là-dessus. Et enfin, pourquoi réaliser de bonnes mesures? Eh bien, en fait, l'objectif in fine, c'est de répondre à des cahiers des charges, notamment en industrie, des cahiers des charges qui vont qualifier les process de fabrication de pièces avec comme répercussion économique le nombre de pièces défectueuses à l'issue d'une fabrication. Et donc du coup, d'avoir des pertes économiques suite à ces pièces défectueuses. On va s'intéresser dans un premier temps aux origines des incertitudes. Donc, lorsqu'on a une série d'une même mesure, on va s'intéresser à leur répétabilité. Il apparaît, lorsque l'on utilise un même appareil, que pour une même valeur, pour une même grandeur mesurée, on puisse avoir des mesures entachées d'affichage aléatoire. L'objectif étant d'obtenir ce qu'on appelle la valeur vraie de la grandeur mesurée, et on souhaite produire cette valeur vraie et certifier cette valeur dans ce qu'on appelle un intervalle de confiance. De plus, on va écrire notre résultat en certifiant un certain nombre de chiffres sur lesquels on peut s'appuyer pour faire des calculs par la suite, ce qu'on appelle les chiffres significatifs. Ce qui va rentrer dans la mesure, ça va être le protocole, l'instrument utilisé, avec sa précision notamment, et puis l'humain, donc le manipulateur qui va pouvoir introduire des erreurs de mesure. Alors, elles peuvent être de types, et le premier type est essentiellement dû à l'instrument, même si l'erreur humaine peut en introduire. Ce sont les erreurs de type aléatoire. Les mesures vont être donc aléatoires dues à des fluctuations de l'instrument en cours de fonctionnement. Ces mesures étant aléatoires seront distribuées autour d'une valeur moyenne. Et comme la statistique des valeurs aléatoires indépendantes est bien maîtrisée au niveau mathématique, on va pouvoir la modéliser et elles vont être entachées de ce que l'on va appeler des erreurs de mesure autour de cette valeur moyenne, et ça va induire un écart à la valeur vraie que l'on souhaite établir. Ensuite, lorsque l'on va manipuler, on va pouvoir, soit par le protocole, soit par l'instrument, soit de façon humaine, réaliser de mauvaises manipulations ou ne pas avoir pris assez de soins, ce qui va nous introduire des erreurs systématiques. Les erreurs systématiques donc vont introduire un décalage de la mesure par rapport à la valeur vraie, et ce décalage va être constant. On va, par exemple, en prenant une mauvaise référence de mesure, soit en étalonnant un instrument de façon erronée, soit en utilisant l'instrument de façon inadaptée. Par exemple, lorsque l'on lit sur une burette un volume, il faut faire attention à bien lire, à bien utiliser la burette pour bien lire le volume au niveau du ménisque et faire le bon choix. Donc ça va introduire des erreurs systématiques. Les erreurs systématiques, on pourra les identifier à l'aide de traitements mathématiques de nos mesures. Alors on va s'intéresser ici à des mesures où on va les traiter par une approche statistique qu'on appelle l'approche de type A. Donc ça va permettre de traiter l'origine aléatoire des mesures et parfois lever le voile sur l'existence d'une erreur systématique. Alors, on prend une série de mesures de la grandeur visée.
statistique, je note grand G. C'est la grandeur qu'on souhaite mesurer. Et sachant qu'il y a une distribution aléatoire, ben, le réflexe est de prendre plusieurs mesures pour s'assurer qu'on ait bien une mesure qui sort. À ce moment-là, la valeur vraie de la grandeur mesurée aura une meilleure estimation qu'est la moyenne de la série de mesures. On la note soit entre crochet là, un petit peu, soit un G avec une barre qui est une notation plus mathématique. Et cette valeur moyenne, cette meilleure estimation, sera d'autant plus fiable que l'écart type de la distribution de nos valeurs mesurées, de notre série de mesures, est petit. Alors c'est quoi cet écart type? Eh bien, nos valeurs sont aléatoires et vont donc suivre une loi normale. Cette loi normale peut être représentée par les fonctions suivantes qui représentent les probabilités d'obtenir chacune des valeurs ici de la mesure de G. Donc la valeur moyenne étant la meilleure estimation, c'est elle qui a la plus grande probabilité d'être tirée. Donc ici une probabilité de 0,8, 0,4, 0,27, 0,2 et puis 0,12 pour les trois courbes proposées. Mais quelle va être la différence? C'est que la probabilité totale est de 1, 100%. Hein. Si on somme toutes les mesures, on a parcouru tout l'ensemble de l'échantillon. Et du coup, en fonction de notre écart type, c'est-à-dire de notre écart par rapport à la mesure, ça va écraser les courbes. Et on voit que pour la courbe rouge, sigma, l'écart type est de 0,5, alors que pour la courbe noire, l'écart type est de 3, et bien plus l'écart type est petit, plus cette courbe elle est fine, resserrée autour de notre valeur moyenne, grand G. Alors, une fois qu'on a évalué l'écart type, en fait, cette distribution elle est mathématique et on n'a pas une infinité de mesures, comme le montrent les courbes ici. En fait, on n'a que quelques mesures et a été établi par les personnes qui font de la mesure, de la métrologie, que en fait, il va falloir corriger cette description mathématique. Et la loi de Student a été créée dans ce sens en tenant compte du nombre de mesures que l'on a réalisées. Plus on en a des mesures, plus notre estimation de la valeur vraie est correcte. Et plus notre écart type doit être corrigé pour devenir une loi fidèle à l'expérience. Donc, on va avoir un certain nombre de mesures et on va corriger la loi normale mathématique. Du coup, on va passer d'un écart type mathématique à une incertitude type, et l'incertitude type, elle va être physique et elle va être définie comme étant l'écart type de notre série de mesures divisé par racine de n, conformément à la loi de Student. Et ensuite, on va venir corriger encore cette valeur, cet écart type, par un facteur t appelé facteur de Student. Ce facteur de Student va définir un intervalle de confiance, c'est-à-dire une certitude, un pourcentage de chance de trouver la valeur vraie dans cet intervalle de confiance. Et cet intervalle de confiance va aussi être corrigé en fonction du nombre de mesures que l'on a fait. Donc il y a vraiment deux entrées là pour ce facteur de Student. Alors ce facteur sera utilisé pour le supérieur et pas trop au lycée. On retiendra que notre meilleure estimation de la mesure, ce sera la valeur moyenne, que cette valeur moyenne, il va falloir en évaluer un écart type, et que cet écart type va nous permettre de définir une incertitude type qui va nous intéresser, incertitude type dont on s'affranchira du facteur de correction de Student. En pratique, pour évaluer des incertitudes statistiques, on peut faire appel à des langages de programmation ou bien à la calculatrice. Les langages tels que Python, Excel ou Regressive vont proposer soit des fonctions, soit des calculs, des affichages directs de différentes grandeurs statistiques. Ici, on va s'intéresser à l'utilisation de notre calculatrice pour un nombre de mesures n qui sera inférieur à 10, qui est typiquement ce que l'on a en travaux pratiques. Donc, dans cet exemple, on a mesuré des volumes avec une éprouvette graduée, on a mesuré un volume de 15 ml et on veut vérifier, en mesurant la masse de ces volumes d'eau prélevés, que l'on a bien prélevé 15 ml.
Du coup, on va utiliser notre calculatrice en faisant appel au menu statistique. Alors, considérons notre série de mesures pour le groupe M2. Donc pour le groupe M2, on va saisir les mesures via l'outil statistique. Donc là, c'est sur une TI 83 et on va éditer, c'est-à-dire on va rentrer dans des tableaux les valeurs de liste. Donc ici, je vais supprimer la liste L1. Je dirais que je vais supprimer la liste L2. Voilà. Donc je n'ai plus que des listes L3, L4. Bon. Donc mes listes sont vides et je vais les remplir. Donc là, je saisis manuellement mes données. Hop. Alors, j'ai saisi toutes mes données. Et puis maintenant, je vais aller donc dans Stats et calculer. Et je vais faire les statistiques à une variable. Donc je sélectionne ça. Fréquence de la liste ciblée, donc moi c'est la liste L3. Donc là j'utilise la touche seconde de la calculatrice et puis je sélectionne ma liste L3. Les fréquences, je n'en ai pas puisque c'est pas une distribution en fréquence et je fais calculer. Alors du coup, on retrouve ici une valeur de moyenne x bar de 13,1, conformément à ce qu'on a trouvé sur Excel, à 13,08. Là, on a un arrondi lié au chiffre significatif. Et ensuite, on va se reporter à la 5e ligne où on trouve sigma x. Sigma x, c'est notre écart type de 0,152,752,52,32. Et enfin, on a le nombre de mesures n égale 6. Et avec ces deux valeurs, sigma x et n égale 6, on va pouvoir évaluer notre incertitude type sigma x sur racine de 6 ici. Donc du coup, avec cette calculatrice, on pourra faire l'évaluation de nos incertitudes. Avons-nous réalisé des mesures de qualité? Pour cela, il faut comprendre la distribution des mesures autour de la valeur que l'on produit. La valeur que l'on produit, c'est donc la valeur moyenne de notre série de mesures. On visait une valeur de 15 ml, valeur que l'on a appelée la valeur vraie. Et on va essayer de voir si cette valeur vraie est suffisamment proche de notre valeur moyenne. Comme lorsque l'on mesure 95% des mesures obtenues sont contenues autour de deux incertitudes type autour de notre valeur moyenne. Alors ici sur notre diagramme, ce sont des écarts types, mais on a vu qu'en fait on corrigeait l'écart type en incertitude type. Eh bien, on va, à l'aide de nos incertitudes types, obtenues soit par l'intermédiaire d'un traitement de type A, soit à l'aide d'une notice instrumentale de type B, on va qualifier notre expérience pour essayer de savoir si on peut dire qu'on a bien manipulé. Pour cela, on évalue la courance. Il nous faut trois choses. La valeur de référence, ici 15 ml, la valeur mesurée, c'est le résultat de notre expérience, et l'incertitude type de notre expérience. Une fois qu'on a ces trois objets, on peut évaluer la courance par l'intermédiaire de l'écart entre la mesure et la référence comparativement à l'incertitude type. Et si cet écart est inférieur à 2, on aura une bonne mesure, ou en tout cas un résultat satisfaisant au regard de l'incertitude de notre expérience. Retenons la façon de calculer la courance et appliquons-la à notre expérience précédente. Pour le groupe M2, on avait une incertitude type de 0,073, ce qui traduit en fait une répétabilité des mesures assez précise, hein, on a des valeurs qui sont toujours à peu près les mêmes. Donc finalement, comme ça se répète bien, c'est qu'on mesure pas trop mal. On propose la valeur de 13,08, mais on a une courance de 26. En fait, ce groupe avait intégré une erreur systématique en lisant mal le volume à cause du ménisque. On prenait la valeur supérieure dans le prélèvement d'eau, ce qui faisait qu'après, il y avait une mauvaise lecture qui se faisait. Un autre groupe, lui, propose la valeur de 14,88, donc c'est proche de 15, mais c'est pas ça, mais avec une incertitude type de 0,10, 0,106 ici, qui conduisait à une courance de 1,12. Donc on peut dire que ce groupe-là produit une mesure qui est acceptable et de qualité. De la même façon, bien que l'incertitude type soit 3 fois supérieure à la précédente, 0,33,
eh bien, la valeur de 14,60 au regard de la Gourance peut être en considérant les erreurs de mesure introduites comme une bonne valeur. Voilà, j'espère que ça vous permettra de mieux qualifier vos expériences et de mieux comprendre l'intérêt des incertitudes.